Bienvenue dans The Debate. On connaît tous, je pense, ce sentiment. Cette impression d'être complètement à plat, ou même, la motivation ne suffit plus. Le matériel qu'on examine aujourd'hui, il parle de ce monde qui va trop vite pour nos corps, qui nous pousse à être performants, même quand, au fond, tout demande de ralentir. C'est un peu le mythe de la motivation permanente. Oui, et face à cet épuisement, la vraie question, c'est de savoir comment on réagit. Est-ce qu'on écoute ce signal et on appuie sur pause, quitte à vraiment tout arrêter pour retrouver du sens? Ou est-ce que, au contraire, l'arrêt complet est une sorte de piège et qu'il faut plutôt trouver une nouvelle façon d'avancer, une discipline différente, pour ne pas sombrer dans l'inertie? C'est exactement ça, c'est cette tension qu'on va explorer. Pour ma part, je vais défendre l'idée que cette fatigue est un signal d'alarme, un signal vital. L'ignorer, c'est dangereux. La priorité, c'est de ralentir, d'écouter et de se réaligner sur un rythme qui est plus humain, en acceptant qu'on fonctionne par cycle. Et de mon côté, je soutiendrai que si le ralentissement a sa place, bien sûr, la réponse à la fatigue n'est pas l'abandon de l'effort, mais sa transformation. Je pense qu'une discipline repensée, plus intelligente, plus douce, est justement l'outil qui peut nous reconstruire quand la motivation n'est plus là. Pour moi, le message du texte est une véritable bouffée d'air. Il nous dit que cette fatigue, ce n'est pas une panne, mais la conséquence logique d'un système qui nous pousse à bout. Le texte souligne une chose que je trouve très juste. Ce sont souvent les personnes les plus sensibles, engagées, consciencieuses qui craquent les premières. Ce n'est pas un échec personnel, c'est la preuve qu'on a tenu longtemps et porté beaucoup. Et face à ça, le réflexe de notre culture, c'est quoi? C'est plus d'efforts, plus d'objectifs. Mais le texte nous dit que ça, c'est le poison, pas le remède. La seule vraie solution, c'est de changer de paradigme. Arrêter de chercher à faire plus pour commencer à retrouver du sens. Et ça commence par un geste qui peut paraître radical. S'autoriser à ne rien avoir à prouver. Juste respirer. C'est une forme de retrait stratégique qui est, à mon avis, indispensable. Alors, je suis tout à fait d'accord sur le constat. Ce mythe de la productivité constante est toxique. Personne ne peut être aligné et performant en permanence. C'est une fiction, on est d'accord. Là où je diverge, par contre, c'est sur la solution. Rejeter en bloc les notions d'effort, d'objectif et de discipline, ça me semble un peu jeter le bébé avec l'eau du bain. Le texte dit qu'on a l'impression de ne plus avancer comme avant. Oui, ça peut être du surménage. Mais ça peut aussi être le symptôme d'un manque de direction, de but qui nous porte, non? Voir la fatigue uniquement comme un ordre d'arrêt total peut nous enfermer dans la passivité. La discipline, ce n'est pas forcément cette force brutale qui nous fait violence. Ça peut être un tuteur, une structure bienveillante qui nous aide à tenir debout quand on est fragile. L'enjeu, pour moi, ce n'est pas de rejeter l'effort, mais de le rediriger plus intelligemment. Je comprends cette peur de la passivité, mais je pense qu'elle nous fait manquer le point essentiel. Le texte présente la fatigue comme un messager. Et ce messager ne dit pas « t'es nul », il dit « quelque chose doit changer ». C'est la preuve physique qu'on a dépassé nos limites. Vouloir continuer à avancer même plus intelligemment, c'est comme continuer à courir sur une jambe blessée en se disant qu'on va juste changer sa foulée. C'est une bonne image, la jambe blessée. Sauf qu'un sportif blessé, il ne reste pas au lit indéfiniment. Il entame une rééducation. Des mouvements ciblés, au début très petits, très doux, mais qui sont structurés. C'est une discipline de reconstruction. N'est-ce pas ça, une discipline repensée? Si, mais la toute première étape de cette rééducation, c'est le repos complet. On immobilise la jambe, on attend que l'inflammation passe. C'est exactement ce que le texte propose. Pense aux athlètes de haut niveau. Leur performance, elle n'est pas bâtie que sur l'entraînement. Elle est bâtie sur un équilibre ultra précis entre effort et récupération. La récupération est une partie active et essentielle de la performance. Ils savent qu'ignorer la fatigue mène à la blessure, qui met fin à leur carrière, pas à la victoire. Pourquoi est-ce qu'on refuse d'appliquer cette sagesse à nos vies, professionnelles, mentales? L'idée, ce n'est pas de s'arrêter pour toujours, mais de comprendre que le repos stratégique est la chose la plus productive qu'on puisse faire à ce moment-là. Je suis d'accord à 100% sur le principe du repos stratégique. Mais restons sur cette métaphore. Le repos de l'athlète, c'est rarement l'inactivité totale. C'est de la récupération active, des étirements, de la cryothérapie, un sommeil contrôlé, une nutrition adaptée. C'est un processus très structuré. Ce n'est pas juste s'effondrer sur le canapé et attendre que ça passe, quoi. Ma crainte avec l'approche du lâcher-prise total, c'est qu'elle peut vite se transformer en une sorte de brouillard anxieux où l'on se sent encore plus impuissant. Parfois, une toute petite action ciblée,
Ranger son bureau, faire une marche de 10 minutes, écrire une seule phrase peut être plus régénératrice que l'immobilité, parce qu'elle nous reconnecte à notre capacité d'agir. Elle nous prouve qu'on n'est pas complètement cassé. Mais là, je pense que tu mets un peu la charrue avant les bœufs. Le texte établit une séquence très claire. Il faut d'abord retrouver du sens avant de pouvoir agir de façon saine. Sans ça, ranger son bureau n'est une distraction. C'est une tâche de plus qui nous éloigne de la vraie question. Pourquoi est-ce que je fais tout ça ? Tenter d'agir sans avoir retrouvé sa boussole interne, c'est risquer de partir dans la mauvaise direction et de s'épuiser encore plus. Le premier pas, c'est ce réalignement. C'est un travail intérieur, silencieux, avant d'être une action extérieure. D'accord, mais concrètement, ça ressemble à quoi, retrouver du sens quand on est au fond du trou ? Est-ce qu'on s'assoit en tailleur en attendant une illumination divine ? Je caricature, mais je crois sincèrement que c'est une fausse dichotomie. Le sens, ce n'est pas un trésor qu'on trouve en creusant à l'intérieur de soi. Très souvent, il se construit dans l'action, dans l'interaction avec le réel. Mais quelle action si on n'a plus d'énergie pour rien ? Une micro-action. Je ne parle pas de lancer un nouveau projet. Je parle de ce que certaines appellent l'activation comportementale. Le sens, ça peut être quelque chose de très humble. Par exemple, le sentiment de compétence que tu ressens en réussissant à garder une plante en vie, alors que tu avais l'impression de ne même pas pouvoir t'occuper de toi-même. Ça, ce n'est pas une distraction, c'est une preuve de vie. Le sens émerge de ces petites victoires. Attendre que le grand pourquoi tombe du ciel avant d'arroser ses plantes, c'est le meilleur moyen de se retrouver paralysé dans un désert. L'action n'est pas l'ennemi du sens, elle en est souvent la graine. Je vois où tu vas en venir. Et l'idée de graine est intéressante. Mais le sol doit être fertile pour que la graine pousse. Si le sol est complètement brouillé par le surmenage, aucune graine ne prendra. L'approche que le texte propose, c'est d'abord de s'occuper du sol. Quand il dit « s'accorder la permission de ne rien avoir à prouver aujourd'hui », ce n'est pas une philosophie de l'inaction à vie. C'est une intervention d'urgence. C'est un coupe-circuit. C'est la seule façon de stopper l'hémorragie d'énergie. On ne demande pas à quelqu'un qui sort d'un accident de voiture de penser à son plan de carrière. On le met au repos. On crée un espace vide. Et c'est dans ce vide, dans ce silence, qu'on peut enfin entendre ce que la fatigue essaie de nous dire. C'est un préalable non négociable. C'est une pensée très réconfortante. Et je pense qu'elle est absolument nécessaire pour un jour, peut-être une semaine. Ça, je te l'accorde. Mais la question qui me taraude, c'est « et quelle est la stratégie pour le lendemain et le jour d'après ?» Une philosophie de la récupération qui repose uniquement sur le principe de ne rien prouver risque à long terme d'éroder l'estime de soi. Le sentiment d'accomplissement, d'être utile, d'avoir un impact, même minime, c'est une composante fondamentale du bien-être et du sens. Se réaligner, c'est un verbe d'action. Ça implique un mouvement, une intention, même infime. Ça implique un plan, même s'il est très souple. Mais ce n'est pas incompatible. Le réalignement peut justement consister à décider que son seul plan, pour un temps, c'est de ne pas avoir de plan. C'est ça l'acte radical. C'est accepter un cycle de jachère. On ne demande pas à un champ de produire 12 mois par an. On sait qu'il a besoin de se régénérer. Vouloir être en été permanent, c'est ça qui détruit l'écosystème. Nos vies, c'est pareil. Il y a des temps pour produire et des temps pour laisser le sol se reposer. Cet espace vide n'est pas vide en fait. Il est plein de reconstructions invisibles. L'agriculteur intelligent y plante des engrais verts comme du trèfle ou de la luzerne qui ne sont pas destinés à être récoltés mais à nourrir et à restructurer le sol en profondeur. Ce n'est pas de l'inaction. C'est une action différente dont le but est la régénération. C'est exactement ce que j'entends par une discipline douce. Ça peut être se lever, se coucher à heure régulière, même sans motivation, pour stabiliser son rythme biologique. Ou consacrer 10 minutes par jour à une activité créatrice sans aucun objectif, juste pour le geste. C'est toujours une discipline. Rejeter entièrement ce cadre au nom du « lâcher-prise », c'est se priver de l'outil même qui permet au sol de se régénérer plus vite et mieux. Je pense qu'on touche au cœur de notre désaccord. Tu vois la discipline comme un outil de reconstruction. Je la vois, dans ce contexte précis, d'épuisement comme une partie du problème. La personne décrite dans le texte est souvent quelqu'un qui a déjà une discipline de faire. C'est sa conscience professionnelle, son engagement, sa discipline qui l'ont mené là. Lui proposer une autre discipline, même douce, ça peut être perçu comme encore un effort à faire. Parfois, la seule chose qui guérit, c'est la permission totale et inconditionnelle de ne rien faire, de juste être. C'est un concept qui fait très peur dans notre société, mais il est peut-être vital. Mais est-ce qu'on ne risque pas de confondre la discipline subie, celle qui vient de l'extérieur, les deadlines, les attentes des autres, et la discipline choisie, celle qui vient de l'intérieur et qui est au service de notre bien-être ? La première nous épuise, la seconde nous structure.
Abandonner la première est une libération. Abandonner la seconde, c'est scier la branche sur laquelle on essaie de se reposer. La nuance est là, pour moi. L'épuisement nous demande peut-être de passer de l'une à l'autre, pas de jeter les deux. Notre discussion montre bien la complexité du sujet. Face à cette culture de l'urgence, la proposition du texte d'écouter sa fatigue reste, à mes yeux, l'acte premier, le plus fondamental. C'est un acte de préservation, d'intelligence du vivant. La priorité n'est pas de trouver une autre façon de faire, mais de s'autoriser à ralentir suffisamment pour retrouver une justesse, un sens qui nous est propre. C'est seulement à partir de cet ancrage, une fois le calme revenu, qu'une action saine et durable peut réémerger. Je suis d'accord sur le rejet de la productivité toxique, mais je maintiens que l'intention et la structure, même minimale, restent nos meilleurs alliés pour ne pas se laisser submerger. La fatigue ne nous demande pas forcément de nous arrêter complètement, mais de réorienter notre énergie plus sagement, de passer d'un effort qui nous coûte à un effort qui nous nourrit. Le défi, c'est vraiment de transformer cette discipline qui nous a épuisés en une discipline qui nous soutient. Au fond, la tension reste entière. Pour sortir de l'épuisement, le chemin passe-t-il d'abord par le lâcher-prise ou par la stratégie? Par une phase d'être ou par une nouvelle façon de faire? Le texte nous laisse avec cette idée puissante. Le but n'est plus la vitesse, mais la justesse de la direction. Exactement. Et la question de savoir comment on trouve cette justesse reste ouverte. Est-ce en s'arrêtant pour la contempler de loin ou en faisant un premier pas prudent pour la sentir sous nos pieds? L'exploration de ces deux voies, sans en diaboliser aucune, est sans doute ce qui permet à chacun de trouver sa propre réponse. Et d'avancer, peut-être pas plus vite, mais je l'espère, de manière plus éclairée.